Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord. Mettez-vous d'accord jusqu'à midi sur Sud Radio avec nos 4 débatteurs ce matin. Virginie Leguet, journaliste et éditorialiste politique à France Info TV. Bonjour. Bonjour Virginie. Christine Bouillot avec nous également, que nous connaissons bien sûr, journaliste Sud Radio, correspondante à Toulouse. Salut Christine. Bonjour tout le monde. Ravi de vous avoir dans ce Mettez-vous d'accord. Franck Dedieu, directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Franck, bonjour. À la une de Marianne, les opérations clandestines de l'Algérie en France. Hein ? Oui. Vous voulez dire bonjour dans le micro, vous avez le droit. Bonjour, bonjour, merci. je suis un peu intimidé, Jean-François. Et Romain Marcilly avec nous. Vous êtes, Romain, directeur général de Nouvelle Énergie. Le parti de David Lisnard. Le parti Bonjour, de David cher Lisnard. Jean-François. Alors au menu aujourd'hui, les thèmes du jour, c'est la dernière information de la matinée. Boualem Sansal condamné à 5 années de prison ferme à Alger. Nous évoquerons le voyage de Jordan Bardella et Marion Maréchal à Jérusalem. Est-ce qu'une page politique se tourne en pleine vague d'antisémitisme en France? Nous parlerons des 2 milliards supplémentaires pour l'Ukraine. Ce sommet à Paris aujourd'hui, Macron a-t-il raison de soutenir Zelensky? Et si on y arrive, je rappelle qu'il y a quand même qu'une heure et 10 minutes, c'est quand même très ambitieux tout ça. Les ZFE supprimés en commission à l'Assemblée nationale et toujours en ligne de mire cette lutte contre le dérèglement climatique qui n'en finit pas de prendre du retard. Il y a également évidemment vos coups de cœur et vos coups de gueule. J'ai envie de commencer par, par vous, Virginie Leguet. Ah bah oui, c'est une première de cordée ce matin. Un coup de gueule contre Éric Lombard. Oui, qui est pourtant, je rappelle que c'est notre ministre de l'économie et des finances, qui pourtant était jusqu'à présent assez rigoureux et sérieux. Et je l'ai entendu ce matin sur France Inter se féliciter d'être extrêmement actif sur tous les fronts, entraînant avec lui l'ensemble du gouvernement et le Premier ministre. Or, je dois dire que moi je trouve que c'est plutôt d'immobilisme dont on peut parler, parce qu'à part un embouteillage législatif apparent avec des petits textes et des petites lois qui n'ont pas grandes conséquences sur la vie des Français, ou des conséquences disons anecdotiques, il ne va rien se passer. François Bayrou a eu beau proposer un programme qui, de mon sens, est totalement fictif et totalement, voilà, on met des mots les uns à côté des autres, mais il ne va rien se passer. Je trouve qu'il ne faudrait pas rentrer dans cette direction en disant que on fait beaucoup de choses, qu'on va faire beaucoup de choses, que c'est un mensonge qu'on dit aux Français. On ne va pas faire beaucoup de choses, on n'a pas de majorité et les 3 blocs de l'Assemblée nationale ne parviennent pas à travailler ensemble. Et dans ces conditions, aucun grand texte, ou en tout cas texte structurant qui pourrait susciter des oppositions des majorités ne sera adopté. Il faut dire les choses clairement. La simplification de la vie économique est en discussion. Il y a beaucoup de choses dedans quand même. Oui. Bah, alors, pardon. Alors là, je dirais un petit mot rapide. Oui. J'ai l'impression aussi que ça se fait un peu au doigt mouillé. J'ai entendu hier des extraits des débats. Alors on enlève ça, on fait ça, on vérifie ça, ça sert à rien, ça, si, ça. Je rappelle quand même que la simplification de l'État avait été annoncée par Emmanuel Macron en 2017 et qu'on s'y attaque maintenant un peu en catastrophe, alors que rien n'a été fait sérieusement. Il faudrait mettre à plat, j'allais dire direction par direction, ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas, et pas demander aux députés de faire un travail que l'exécutif n'a pas été capable de faire. Robin Marcilly qui fait des bons. Non, mais je serais tenté de dire qu'étant donné l'obsession maintes fois exprimée par le ministre pour faire diminuer la rentabilité du capital et donc des investissements, il vaut mieux qu'il ne fasse rien. Tout le monde, Romain, tout le monde aura revendiqué, on va dire quinquennat après quinquennat, une forme de volonté de simplifier la vie économique. Ça c'est autre chose. Bon, attendons, voyons les actes. Pour l'instant, effectivement, on n'en voit pas encore la trace. Allez, je vais poursuivre avec vous. Ce sera à votre tour, d'ailleurs, Christine Bouillot, les coups de cœur et les coups de gueule. Mais je crois que, allez, on marque une pause, c'est ça, Jamel? Allez, c'est parti sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord. Mettez-vous d'accord, et avant d'aborder les sujets du jour, notamment Boualem Sansal condamné en Algérie, les coups de gueule, les coups de cœur. Je poursuis avec vous, Christine Bouillot. Vous, c'est un coup de gueule ce matin,
Alors, c'est à la fois un coup de gueule, mais aussi un coup de Alors un coup de cœur, en tous les cas un éclairage, parce que je suis pas mal depuis quelques semaines les affaires des violences dans les écoles catholiques du Sud-Ouest, Bétharram évidemment, mais Garaison également, du côté de Dax aussi. Il y a plusieurs établissements qui ont effectivement vu d'anciens élèves qui ont plus que nos âges à tous, donc qui sont retraités et qui voient ressortir du fond de leur mémoire toutes les sévices. Et quand on les écoute, ils viennent vers nous naturellement, ils nous écrivent, ils comptent vraiment sur les médias pour pas enterrer cette histoire. Mais je voulais venir, si vous le permettez, sur cette commission d'enquête parlementaire qui se tient en ce moment à l'Assemblée nationale, parce qu'en fait c'est concomitant, c'est assez rare qu'il y ait une commission d'enquête et qu'en même temps les faits continuent d'alimenter finalement la chronique judiciaire et la chronique dans les journaux à ce point-là. Je rappelle qu'hier 36 plaintes ont été déposées du côté du tribunal de Tarbes par d'anciens élèves qui ont raconté des choses absolument atroces qui se passaient dans cette école de Garaison, des coups de cravache, des enfants, je parle d'enfants qui sont plus jeunes que des collégiens, donc c'est vraiment des tout petits qui sont attrapés par les parties intimes pour les faire taire, enfin voilà, donc des choses absolument hallucinantes. Mais je voulais revenir sur l'audition de Françoise Gulin, qui était cette enseignante de mathématiques, qui a tenté du côté de Bétharram d'alerter, et notamment d'alerter François Bayrou, qui était à l'époque ministre de l'Éducation nationale, et on a compris à quel point cette enseignante avait tenté de saisir ce sujet. Elle disait qu'elle voyait dans sa classe des élèves qui s'écroulaient littéralement de fatigue, qui s'écroulaient sur leur pupitre, parce que tout simplement, quand elle a essayé de comprendre ce qui se passait à l'internat, les élèves disaient à demi-mot qu'ils n'arrivaient pas à dormir parce qu'en réalité, on les réveillait en pleine nuit, on leur demandait de rester 2-3 heures debout, voire dehors, et qu'ils étaient tout simplement épuisés. Donc on a senti surtout le poids qu'elle avait sur les épaules aujourd'hui encore, de pas avoir réussi finalement à alerter, mais surtout l'omerta et les pressions dont elle a été l'objet à tous les étages pour qu'elle se taise. Et je me souviens de cette phrase qu'elle disait hier, en tous les cas de ce témoignage, où elle explique que un jour, elle s'est retrouvée avec tous les autres enseignants convoqués à une réunion avec le père Caricard, où il les menaçait tout simplement de se taire, sinon ils étaient soit virés, soit enfermés d'établissement. Et elle rajoutait une phrase qui moi m'a surprise, donc j'espère que cette commission permettra d'aller au bout, où elle raconte le lien qu'il y avait entre ces écoles catholiques, ces institutions et les rectorats respectifs, enfin l'éducation nationale. Elle parlait d'un simple guichet, un simple bureau qui était tout simplement, et je cite ces mots, en roue libre. Autrement dit, c'est un lien très étroit, et on voit à quel point, parce que c'est en parallèle avec ce qu'on a connu avec le phénomène pas de vague, qui portait sur les violences sur les enseignants dans l'éducation nationale. Et là, on a senti, on sent que c'était pas une omerta, c'était tout simplement une chape de béton armé qui était sur ces institutions et sur ces établissements. Donc, à suivre toutes ces auditions et les résultats qui vont être donnés derrière, pour que plus jamais, parce que les victimes l'attendent vraiment, et on sent des douleurs, mais qui sont... moi, j'ai rarement vu dans mon métier autant de témoignages convergents et de gens qui ont un certain âge, un certain vécu, et qui voient remonter à la surface comme des égouts qui débordent tous ces souvenirs absolument atroces et épouvantables. Oui, Virginie Leguet, d'un mot sur ce qu'évoque Christine Bouillot, qui est au plus près de ces affaires, sur cette parole qui se libère. Oui, je ne peux que souscrire pleinement à ce que vient de dire Christine Bouillot, et j'ajouterais que François Bayrou, qui ne cesse de dire qu'il n'était au courant de rien, qu'il n'avait entendu parler de rien, se trouve dans une situation très compliquée. D'ailleurs, lors du dernier conseil municipal de Pau, il a été très vertement interrompu et pris à partie par les différents conseillers municipaux d'opposition. Comment un responsable politique qui a eu les fonctions qu'il a eues, et je parle de fonctions nationales et de fonctions locales, il a été député, président du conseil général, maire de Pau, comment n'a-t-il pas pu entendre ce que finalement tout le monde savait, ce qui semblait être un secret de polichinelle, et comment n'a-t-il pas pu pendant toutes ces années se saisir de ce dossier, qui est un dossier extrêmement douloureux, extrêmement important. Moi franchement, les bras m'en tombent. Qu'il ait tenté ou qu'il ait eu du mal à croire ce qu'il entendait, ça reste une chose, mais qu'il dise qu'il n'a jamais
jamais rien entendu, ça paraît hautement improbable, pour ne pas dire totalement improbable. D'un mot, Christine Bouillot, François Bayrou peut-être va être entendu là-dessus. Voilà. D'après le calendrier qui nous est présenté, c'est a priori fin mai. En fait, ça sera quasiment à la fin de toutes les autres auditions qui sont menées actuellement. Et j'ajoute aussi que on aurait pu penser, alors il y a deux qu'on a rencontrés, nous les journalistes, lors de leur tournée dans le Sud-Ouest, deux députés, Violette Spielbout de Renaissance et Paul Vanier de LFI, et qui font un travail très minutieux. Et il y avait une étape importante dans leur voyage dans le Sud-Ouest, c'était quand ils se sont rendus au diocèse de Bayonne, qui tient quelque part tout l'enseignement catholique du Grand Sud-Ouest. Ça va de Bordeaux aux portes des Hautes-Pyrénées, enfin de l'ex-Midi-Pyrénées. C'est le seul diocèse, je le rappelle, qui avait refusé d'ouvrir ses archives à l'enquête, à la Civis. Donc on voit à quel point il est nécessaire, y compris pour l'enseignement privé, de vraiment repartir sur des bases complètement différentes de tout ce que les enfants ont connu, parce que il y a des choses, hier à Tarbes, elle ne s'est pas exprimée, mais il y avait une jeune fille de 20 ans qui était là. Donc c'est une élève qui était dans cette école il n'y a pas longtemps. Donc sans doute qu'il y a des choses qui ont perlé. En tous les cas, il est nécessaire, vous parlez Virginie de François Bayrou, mais comment se fait-il que tous les autres ministres de l'Éducation nationale qui se sont succédés de gauche et de droite, alors qu'il y avait des plaintes dès 96, n'aient jamais saisi l'occasion à un moment donné de se dire on regarde ce qui se passe au sein des établissements publics, mais que se passe-t-il au sein des établissements catholique. Oui, je parle de François Bayrou parce que c'est un responsable national et local, et que oui, puis il a été interpellé. Il a été interpellé directement. Je rappelle que ses enfants ont été scolarisés et que sa femme y a enseigné le catéchisme. Donc je parle de lui parce qu'il est le plus mêlé à tout ça. Je ne dis pas du tout qu'il en est responsable, soyons bien clairs. C'est bien de le préciser, et tourner la page, évidemment, ça passe par lever l'omerta. Coup de cœur, cette fois, Franck de Dieu de Marianne, une proposition de loi sur l'installation des médecins pour lutter contre les déserts médicaux. Je vous fais le pitch. C'est une bonne nouvelle pour vous. Oui, tout à fait, parce que cette proposition de loi qui vise à lutter contre les déserts médicaux franchit une sorte de Rubicon, parce que elle évoque la question de la liberté d'installation. Et dans une certaine mesure, elle évoque le caractère un peu hybride du statut des médecins, parce que ils ne sont pas des fonctionnaires, bien que exerçant tout de même une activité de service public. Ils ne sont pas des salariés, bien que leur rémunération soit plus ou moins fixe. Et ils ne sont pas exactement, et là peut-être qu'ils vont bondir, des professions libérales. Ils ne sont pas exactement des professions libérales parce qu'ils sont payés par la sécurité sociale, et ils ne sont pas exactement dans un marché. Donc par l'État. En fait, ils sont payés par l'État. Voilà. Bon, et c'est le propre je dirais de la liberté d'installation, c'est que du problème des déserts médicaux, c'est que la demande de soins est très supérieure à l'offre. Donc ils ne sont pas exactement des professions libérales. Et donc la question se pose de se dire comment faire pour limiter la liberté d'installation de manière à ce qu'il y ait plus de déserts médicaux. Et alors cette loi agit de façon assez modérée en vérité. Il n'y a pas beaucoup de courage. Alors, moi, je trouve beaucoup de courage, il y a quand même un courage. Alors, juste, l'idée, c'est de dire, les médecins qui veulent s'installer, les jeunes médecins qui veulent s'installer dans des zones tendues, doivent attendre qu'il y ait une plaque qui se libère, de manière à ce que, on les oriente davantage vers des zones. Je suis sûr que ça règle le problème, ça, non ? Alors, ça réglera pas tout à fait le problème. Alors, si Virginie, vous êtes jusqu'au boutiste et vous voulez faire quelque chose de très soviétique, en disant, j'ai jamais dit ça. Vous êtes diplômé de l'université de Rouen, vous allez demain dans la Creuse. Après tout, on fait ça pour les professeurs. Les professeurs allaient, lorsqu'ils débutaient avec le CAPES, ou les fonctionnaires, voilà. Donc, derrière cette question qui peut paraître, qui est à la fois très concernante, se pose une question de statut et qui est presque philosophique. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, la liberté d'installation totale
n'est pas compatible avec ce statut qui est celui, là je vais vous rejoindre, d'être payé par l'État. Alors, vous voulez aller plus loin, nous à Marianne, on a beaucoup discuté là-dessus, on le saurait pour aller vraiment peut-être plus loin. Mais c'est déjà pas mal. Donc on est assez d'accord en fait. Non, mais oui, mais c'est déjà pas mal. Vous imaginez pas le lobby des médecins qui s'égrène sur les députés. On pourrait y passer une heure là-dessus. J'imagine très bien. Je vous rappelle, vous évoquez la Creuse, moi je vous évoquerai un autre désert médical qui s'appelle Paris. Voilà, donc ça, c'est un vaste sujet, on pourrait y passer beaucoup de temps, mais c'est très intéressant, vous avez raison de le souligner. Romain Marcilly, vous, c'est un coup de cœur pour un livre de Jérémy Gallon, publié par Gallimard, Pompidou, l'intemporel. Je vois bien que vous êtes un soutien de... C'est bien la part d'un soutien de David Lisnard, fan de Pompidou, donc c'est pas un hasard. Hein. Georges Pompidou intéresse. L'an dernier, effectivement, David Lisnard avait publié avec Christophe Tardieu aux éditions l'Observatoire un excellent Les leçons de Pompidou, qui s'attardait sur l'héritage politique, vraiment passionnant. Et là, cette année, sort un nouveau livre donc de Jérémy Gallon, très différent, très complémentaire chez Gallimard. Georges Pompidou, l'intemporel. En plus, Jérémy Gallon est auvergnat, donc il en parle avec cœur et de manière très personnelle. Il insiste sur la constance, l'enracinement, la culture de cet homme, Georges Pompidou. On n'est pas du tout dans la nostalgie. D'ailleurs, ce n'est pas du tout le cas non plus du livre de David Lisnard et de Christophe Tardieu. C'est très agréable à lire. On est pas surpris, mais on admire la lucidité, la clairvoyance de Georges Pompidou sur de nombreux sujets. La géopolitique, Jérémy Gallon s'y attarde beaucoup. Le danger des extrêmes. Georges Pompidou, dans ses derniers discours, parle aussi de la montée du fascisme, qui est aussi un risque en Europe. Il parlait durant la guerre froide, c'était à la fois visionnaire et audacieux. Et puis donc l'écologie, c'était l'idée de projeter le pays dans la modernité, en croyant dans le progrès, en croyant dans la science. Donc on n'est pas du tout dans la nostalgie, on se dit... Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour que des profils comme celui de Georges Pompidou soient de nouveau au sommet de l'échiquier politique et de l'État? C'est pas qui vous pensez, mais bon... effectivement, je vois un héritier... J'entends déjà un nom qui résonne. C'est très contestable. Franck de Dieu. Ah non, on va pas ouvrir le débat sur Pompidou. Si vous contestez Pompidou, on peut y aller, mais on rentre dans un grand débat. C'est pas Pompidou que je compte. C'est l'héritage. C'est l'héritage. Je pense. C'est-à-dire que... Si j'ai bien compris. Vous avez effectivement une projection vers la science et le progrès, qui est un élément important. Et le béton aussi. Alors oui, ça, effectivement, mais il ne faut pas trop décontextualiser quand même, Jean-François. Mais il y a quand même, je dirais, le dénominateur commun par rapport à tout cela et par rapport notamment à l'après-guerre et au général de Gaulle, c'est que tout cela soit se faire avec l'autorité et la vision de l'État. L'État est un élément central dans le pompidoulisme. Et quand je lis votre leader politique, je vois au contraire un désarmement de l'État. Non, pas du tout. Enfin, au contraire, il s'est renforcé l'État sur ce pourquoi il a été pensé, c'est-à-dire le régalien. Nous n'avions pas prévu ce matin de parler de la future campagne de David Lisnard. Non, mais en tout cas, moi, il y a un héritage direct. On n'est pas du tout contre l'État. Merci Franck de Dieu d'ouvrir des on est pour fenêtres, recentrer des portes. l'État. Allez, dans un instant, nous évoquerons la condamnation à Alger de Boualem Sansal. Il est 11h16 sur Sud Radio. La suite de Mettez-vous d'accord. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Vous êtes prêts pour une aventure inoubliable en famille à Port Aventura World avec Sud Radio? Découvrez un monde d'expériences uniques situé à 1 heure de Barcelone. Sud Radio, le 10h midi, Mettez-vous d'accord. Mettez-vous d'accord avec Virginie Leguet, journaliste, éditorialiste politique à France Info TV, Christine Bouillot, journaliste Sud Radio, Franck de Dieu, rédacteur en chef à Marianne, et Romain Marcilly, directeur général de Nouvelle Énergie. Nous évoquons cette information révélée ce matin, Boualem Sansal, l'écrivain franco-algérien, condamné à 5 années de prison ferme, donc à Alger. Franck de Dieu, Marianne qui titre les opérations clandestines de l'Algérie en France. Vous êtes au cœur du sujet. D'abord, cette condamnation, elle vous surprend? Malheureusement, elle ne me surprend pas parce que elle s'inscrit dans un processus, une stratégie délibérée que nous décrivons dans Marianne autour de l'espionnage, l'intimidation, les menaces, les culpabilisations à l'égard de ce qui peut représenter la France et notamment à l'égard des opposants algériens. Et si vous voulez, c'est l'ultime étape. J'ai envie de vous dire, malheureusement, il y a une forme de
on s'y attendait. Maintenant, rien n'est encore joué. On ne sait pas si c'est ultime. Voilà, absolument. C'est une étape. Elle est ultime, c'est-à-dire c'est non, dit Virginie Leguet. Non. C'est la dernière. Enfin, c'est l'étape suivante, quoi. C'est celle que nous commentons. Alors, ce n'est pas l'ultime étape. Mais espérons que ça ne soit pas l'ultime étape. Elle s'inscrit dans une logique qui est malheureusement connue. Et la réalité, c'est que est emprisonné un auteur pour atteinte où il y a une violation de la liberté d'expression qui devrait, je dirais, mobiliser tout le monde. Virginie Leguet, il y a sur la table un scénario qui tourne, je ne sais pas si c'est réel ou pas, de possibles supposées grâces. Oui, alors j'ai lu attentivement tout ce qui a été écrit depuis que l'on connaît la condamnation, qui est de 5 ans et de 500 millions de dinars, 500 000 dinars, pardon, qui est exactement la moitié de ce qu'avait requis le procureur. Et j'ai lu que c'était interprété par les autorités françaises, en tout cas, comme un apaisement, comme si Alger, certes, a accéléré la procédure, mais voulait aussi la clore assez rapidement et qu'une grâce présidentielle n'était pas exclue. Ce qui m'a interpellée, c'est que j'ai lu que l'accusation d'intelligence avec l'ennemi n'avait plus été retenue dans le cadre de ce procès, que Boualem Sansal, les faits qui lui sont reprochés ont été requalifiés de criminels à correctionnels, ce qui est donc moins grave, et que finalement ça permettrait à Alger de sauver la face et éventuellement de décider de le gracier. Je crois que le ministre Jean-Noël Barrot doit aller là-bas sur place en avril, et j'ai noté les déclarations plutôt apaisantes du président Tebboune, qui a dit il y a quelque temps au journal L'Opinion, si mes souvenirs sont exacts, je ne peux préjuger de rien. Quant à Emmanuel Macron, il a fait appel à la clairvoyance du président Tebboune. Donc on voit qu'il y a un canal diplomatique qui est ouvert entre la France et l'Algérie. C'est de la diplomatie, Oui, exactement. Est-ce que ça va aboutir à quelque chose qui serait effectivement une décision de gracier Boualem Sansal? Ça serait tout à fait bienvenu. Ça permettrait de décrisper énormément les relations. Et surtout, je rappelle que Boualem Sansal a 80 ans et est atteint d'un cancer et a passé nécessite des soins, oui, bien sûr. Ces derniers mois à l'hôpital Mustapha Pacha, dans la section pénitentiaire. Romain Marcelli, c'est un combat de droite en France? Non, ça va être un combat qui devrait unir tout le monde. On se rend compte que ce n'est pas forcément le cas. L'autre jour, il y avait une manifestation tout près de l'Assemblée nationale. Toutes les composantes politiques n'étaient pas malheureusement rassemblées pour soutenir Boualem Sansal. On se souvient de toutes les mobilisations qu'il y avait, et très à juste titre, lorsque des journalistes, Malbruno, Chenet, Florence Aubenas, et puis on se souvient aussi des affaires très différentes de Florence Cassel et Mme Bettencourt, qui ont mobilisé. Là, il y a beaucoup plus de silence, presque de lâcheté. Or, le seul crime de Boualem Sansal, c'est d'être un esprit libre, c'est d'être un grand auteur français, francophone, français, franco-algérien, mais français, donc c'est un compatriote qui critique les totalitarismes, et c'est son seul crime. Aujourd'hui, commentons l'actualité de ce matin, c'est la condamnation à mort de ce grand esprit, à 5 ans de prison à son âge, lorsqu'on est malade, c'est une condamnation à mort. Il est emprisonné depuis 120 jours, donc peut-être qu'il y a des espoirs. Je veux bien, ça fait depuis bientôt 4 mois qu'on nous dit que la diplomatie avance. De fait, un homme malade est en prison de manière scandaleuse et infâme depuis 120 jours. Christine Bouillot, de ce qu'on peut en dire, on en parle tous les jours sur Sud Radio, de ce qui arrive à Boualem Sansal, mais vous diriez quoi? Il y a une part d'ombre de ce qui relève de la diplomatie qui nous échappe. Oui, et surtout, je rejoins ce que je dis, parce que j'entendais ce matin un ami de Boualem Sansal qui s'exprimait, qui disait qui était sur la voie de cette petite musique qui monte du règlement en tous les cas plutôt positif de cette condamnation, et qui disait lui, qui est comme Boualem Sansal, qui est franco-algérien, qui est écrivain, et qui disait que pour pouvoir bénéficier d'une grâce présidentielle, il fallait qu'il y ait une condamnation, et il fallait qu'effectivement cette condamnation
confinement tombe officiellement pour que, à l'occasion de la fête de l'Aïd, à la fin du Ramadan, à l'occasion des grâces présidentielles, éventuellement pour la fête nationale algérienne, le président algérien puisse annoncer une grâce présidentielle. Ça, c'était sa théorie. Donc, il souhaitait, lui, en tant qu'ami de Boualem Sansal, une condamnation officielle, de manière à pouvoir avoir une grâce présidentielle. Donc, on voit qu'il y a de la diplomatie. Donc, moi, je me pose la question aussi, il y a eu énormément de brouhaha médiatique, de tensions, de montée, et que le grand public, finalement, si vous faites le tour des marchés, a un peu découvert aussi, tout ça, ce jeu politique autour du cas de Boualem Sansal. Et on sent aujourd'hui qu'il y a une espèce de redescente sur le jeu diplomatique, le travail de l'ombre, qui permettra sans doute un règlement. En tous les cas, on l'espère pour lui, parce qu'à 80 ans, on n'a rien à faire en prison, ça c'est certain, et qu'il puisse être soigné. Mais on pense aussi à nos collègues qui sont détenus en Iran, dont on n'entend absolument aucune déclaration. Un de nos compatriotes a été libéré la semaine dernière alors qu'il était détenu en Iran, et on comprend bien que ça a été un jeu diplomatique extrêmement serré et souterrain qui ne faisait pas la une de l'actualité, mais qui avait lieu. Donc peut-être laissons faire la diplomatie, peut-être tranquillement. Ça a l'air de bien marcher pour l'instant. Laissons faire la diplomatie. Je voulais simplement dire que pour que le président Tebboune éventuellement le gracie, il faut que ni le parquet ni Boualem Sansal ne fassent appel. Parce que ça ne ferait que prolonger la procédure. Allez, Jordan Bardella et Marion Maréchal en Israël. On en parle dans Mettez-vous d'accord, il est 11h28. On se retrouve dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, Mettez-vous d'accord. Je ne sais pas si on va être d'accord, mais Jordan Bardella et Marion Maréchal en Israël, le président du RN qui s'exprime aujourd'hui à Jérusalem à la conférence internationale de la lutte contre l'antisémitisme. Invitation officielle, il participe à cette conférence qui sera clôturée par Benjamin Netanyahou. C'est une page tournée, Virginie Leguet? Non. Franchement pas. Non, je rappelle quand même que cette invitation de l'extrême droite locale est la première d'un dirigeant du RN, hier FN, qui a été créé il y a 53 ans avec des personnalités dont on ne pouvait pas dire qu'elles étaient très éloignées du régime nazi. Il faut quand même le dire, il faut quand même le souligner. Vous évoquez les personnalités ex-Waffen-SS, cofondatrices qui étaient des proches national. De Jean-Marie Le Pen. Et je rappelle quand même qu'à la mort de Jean-Marie Le Pen il y a 2 mois, on a eu le droit à une série d'hommages sans grande nuance, alors que Jean-Marie Le Pen a été l'incarnation même de l'antisémitisme et du négationnisme en France durant des années. Donc il faut quand même dire les choses. Alors ce voyage sur le papier... Mais sceptique, Virginie Leguet. Mais plus que sceptique. Et d'ailleurs, il suffit de voir qui sont ceux qui sont encore dans l'entourage de Marine Le Pen pour voir qu'on n'est pas très éloigné de tout ça. Et je comprends bien l'entreprise de dédiabolisation menée par le Rassemblement national. Je vois bien avec quelle persistance Marine Le Pen tente de la poursuivre, et je vois bien quelles sont ses arrière-pensées. Mais je rappelle malgré tout que ce voyage a semé l'émoi dans des organisations juives du monde entier, et que le déplacement est hautement polémique, de mon point de vue. Romain Marcelli, les choses ne changent pas, comme le dit Virginie Leguet? Je suis en grande partie d'accord avec ce qui vient d'être dit. Disons que, mais Israël, nous n'avons pas à juger. Si Israël, en tant qu'État souverain, décide d'inviter ces 2 personnes-là, ce n'est pas à nous de nous faire l'arbitre des élégances. Cependant, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Il y a beaucoup de communication, peut-être beaucoup de personnes qui viennent effectivement d'un parti qui a beaucoup de choses à se faire pardonner sur le sujet. Et qui n'a jamais exprimé beaucoup de remords. Et surtout, je crois qu'il faut aussi remettre ça dans le contexte, un peu dans la continuité de ce que vous avez dit, d'une grave crise politique en Israël. On est proche d'un relatif basculement, au-delà bien sûr du contexte du conflit en cours, il y a une crise politique totale avec vraiment un affrontement entre le cabinet et le gouvernement de Netanyahou et la justice, ce qui fait que l'Israël, qui est une démocratie, il faut jamais l'oublier, connaît actuellement des grandes vagues de contestations, de manifestations, de personnes qui sont choquées par tout cela. Donc finalement, l'invitation par des ministres d'extrême droite de 2 dirigeants français doit aussi se comprendre dans ce contexte-là. Ouais, Christine Bouillot, vous qui observez la politique sur Sud Radio, vous y voyez quoi, une forme d'habillage ou une forme d'accélération de l'histoire de la politique nationale?
C'est toujours la logique de la dédiabolisation, je pense, du Rassemblement national, parce que, vous l'avez rappelé, cette invitation, elle vient d'une partie de la classe politique israélienne, mais ça sème aussi le trouble au sein de la communauté juive, que ce soit en France, que ce soit en Israël. Donc, c'est pas une invitation généralisée. Donc, la question qu'il faut peut-être se poser, c'est à quoi sert cette visite sur le plan politique intérieur français au Rassemblement national. Voilà, pour Marion Maréchal et Jordan Bardella. On a la réponse, c'est on continue de se présenter comme étant le parti qui apaise, le parti qui lutte contre l'islamisme radical, parce que c'est la seule façon que l'on a, selon le Rassemblement national, de sortir des conflits dans lesquels on est. Donc c'est, je dirais, la suite logique, quelque part, de cette opération séduction, de montrer après, effectivement, au sein de la communauté juive. Moi, j'ai lu, j'ai entendu des réactions qui sont pour le moins troublées, ce qui peut s'entendre, mais ça rentre aussi peut-être dans un mouvement de fond qui est plus large que ça, qui dépasse même les frontières de la France. Franck de Dieu, quand nous voyons cette image de Marion Maréchal aux côtés d'Arnaud Klarsfeld, donc on a la petite fille de Jean-Marie Le Pen et le fils de Serge et Béaté Klarsfeld, les chasseurs de nazis, ensemble se recueillant devant un site en honneur des victimes du 7 octobre, vous vous dites quoi? Ça n'a pas de valeur, ou alors... Non, mais je partage vraiment ce qui a été dit. C'est-à-dire, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très artificiel. C'est quoi, c'est de la politique ? Oui, voilà, c'est de la politique. Et puis, quelque part, vous l'avez dit, Romain, l'État d'Israël n'est pas un monolithe politique. Exactement. Et il y a heureusement quand même, je dirais, des variations, des opinions qui s'opposent. Vous voulez dire quoi, qu'avec des travaillistes au pouvoir, il n'y aurait jamais eu d'invitation? Par exemple. Voilà. C'est ce que vous dites. Par exemple. Mais revenons sur cette invitation, par-delà le caractère franco-français qui a déjà été très bien analysé. Moi, je regrette simplement que c'est un choix aussi de la polarisation par rapport à la situation internationale au Moyen-Orient, d'inviter le Rassemblement national. C'est le choix du conflit, c'est le choix d'inviter des gens à l'extrême. Or, peut-être qu'il faut à ce moment-là penser à l'après. Penser à quelque chose qui soit plutôt fédérateur, inviter des gens qui autour de solutions. Voilà, là on va quelque part mettre, je dirais, un peu plus de polarisation, de conflit, au moment où peut-être il est temps de passer à autre chose. Et c'est ça qui est regrettable pour la situation, par-delà la situation politique franco-française. Alors, nous verrons bien ce qui sortira de ces déclarations de Jordan Bardella à Jérusalem. C'est quand même un moment très particulier dans la vie politique, y compris de notre pays. Tiens, je voudrais vous soumettre une déclaration de Bruno Retailleau. Nous sommes donc au Dôme de Paris, c'était hier soir, qui était Bruno Retailleau ainsi que Manuel Valls, invités d'un meeting organisé par un collectif à agir ensemble. Nous en avons parlé largement sur Sud Radio. Unis contre l'islamisme, le ministre de l'Intérieur qui est revenu sur le voile. Pour moi, le voile ne sera jamais une marque de la liberté, parce que c'est un vrai marqueur de la soumission. Je vous le dis, le voile n'a rien à faire dans les compétitions sportives, bien évidemment. Le sport, c'est ce lieu, c'est cette grammaire universelle où on peut communier, quelles que soient les origines et quelles que soient les religions ou les croyances. Vive le sport et donc à bas le voile, bien sûr. Christine Bouillot, déclaration qui fait un peu débat ce matin. Il y a une forme d'accélération dans les déclarations publiques autour de l'islamisme. Oui, et du voile dans le sport. Et du voile dans le sport. Alors c'est effectivement, si seulement le sport avait ce seul sujet-là en préoccupation, mais ça c'est une parenthèse personnelle par rapport à ça, mais là il y a une accélération, mais il y a surtout un tempo politique, c'est-à-dire que Bruno Retailleau, enfin je pense, ça c'est mon analyse personnelle, je pense que tant qu'il est effectivement au ministère de l'Intérieur, il faut qu'il imprime, qu'il marque, parce que c'est plus facile effectivement d'avoir une fenêtre dans ce temps politique pour lui, dans cette guerre qui s'installe avec Laurent Wauquiez pour la tête des LR et pour les campagnes présidentielles éventuellement, cette fenêtre qu'il a, on va dire, cette place prépondérante quand on est ministre de l'Intérieur, la résonance médiatique est pas tout à fait la même que quand on est en dehors du jeu ministériel. Donc c'est vrai que pour lui, il faut qu'il continue. C'est un marqueur qui fonctionne. Ça pose effectivement les jalons
de sa politique et de ce qu'il souhaite pour l'instant faire. Après les résultats, on verra. On verra que dans le milieu du sport, sur cette question du voile, c'est très divisé. Le mouvement sportif n'est pas non plus là-dessus complètement aligné sur ce que dit Bruno Retailleau. Donc il va falloir que derrière il y ait des résultats et que on aille au bout. Puis n'oublions pas que sur cette histoire du voile dans le sport, François Bayrou a été obligé de siffler la fin de la récréation en convoquant tout le monde et en disant on arrête la cacophonie parce que il y en a deux qui sont pas opposés, il y en a deux qui sont contre et c'est pas tout à fait les mêmes intérêts derrière quand même. Je le souligne. Oui, voilà. Je rappelle que plus de 2000 personnes étaient rassemblées à cette soirée au Dôme de Paris hier, organisée par Agir Ensemble. Alors c'est une initiative d'une association qui est membre de ce collectif qui se définit, elle s'appelle Elnet, comme une organisation indépendante dédiée au renforcement des relations entre la France, l'Europe et Israël, très critiquée par Jean-Luc Mélenchon, Romain Marcelli. Il y a comme des lignes qui se dessinent aujourd'hui et qui se figent. Il ne devrait pas avoir de ligne sur le combat contre l'islamisme. Ça devrait rassembler tout le monde, un combat contre l'islamisme comme contre tous les obscurantismes. Donc c'est regrettable qu'il y ait des lignes de fracture qui existent aujourd'hui, là où je crois que la société française aurait vraiment besoin de se rassembler. Vraiment, il y a également, il faut toujours le rappeler, même si c'est une évidence, mais il faut quand même le rappeler, une écrasante majorité des personnes musulmanes ou de culture musulmane dans ce pays qui demandent qu'à travailler, qu'à entreprendre. Et je crois que parler de ces questions-là 24 heures sur 24 n'est pas forcément toujours habile. Il faut faire ça avec peut-être plus de finesse. En revanche, le combat contre l'islamisme doit être un combat absolument total qui concerne non seulement la France, mais le monde entier, et à commencer par les pays de culture musulmane où les premières victimes de l'islamisme sont les musulmans. Donc c'est un combat totalement global. Il faut le politiser parce que c'est une question politique, il faut y réfléchir, il faut arrêter avec les lâchetés, mais en même temps, il faut aussi essayer à quand même réconcilier nos sociétés. Parce qu'avec tous ces modèles différents, on parle du modèle français, on parle du modèle beaucoup plus communautariste qui, dans les pays anglo-saxons, on voit bien qu'on va vers un gouffre. Donc il faut être à la fois ferme, mais en même temps fédérer, discuter, et c'est par la culture, par l'éducation qu'on s'en sortira aussi. Et on en parle assez peu. Virginie Leguet. Ouais. Je rappelle que il y avait non seulement Bruno Retailleau, mais Manuel Valls, qui sont respectivement le numéro 4 et le numéro 2 du gouvernement, ce qui n'est pas rien. Je rappelle que, oui, vous avez parlé de Elnet. Elnet, ça veut dire European Leader Network, et c'est quand même un lobby pro-israélien. Oui. Et je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Christine Bouillot. Bruno Retailleau, il répond à son calendrier. Il répond au fait qu'il est candidat à la présidence de LR qui doit se jouer à la mi-mai, c'est-à-dire assez bientôt, qu'aujourd'hui... Il parle aux électeurs des Républicains. Il parle aux électeurs des Républicains et au-delà aux électeurs de droite. Aujourd'hui, c'est la personnalité la plus populaire du gouvernement. Je parle bien pour les électeurs de droite. Et Bruno Retailleau, qui dit peu ou prou les mêmes choses depuis 30 ans, se retrouve aujourd'hui dans une exposition extrêmement forte du fait de son ministère, et il entend utiliser à plein cette visibilité pour faire entendre sa voix. Et à la limite, peu lui importe que François Bayrou, qui dans un premier temps avait dit « chacun est libre d'exprimer ses positions comme il l'entend », et qui a fini par... convoquer une réunion assez autoritaire à Matignon, réunion au cours de laquelle d'ailleurs je crois qu'il a dit ta gueule, ouvrez les guillemets, fermez les guillemets, à Bruno Retailleau. Bruno Retailleau, il poursuit son chemin, peu lui importe ce qu'on lui dit ou ce qu'on lui dit pas. Est-ce qu'il se sent suffisamment solide pour dire ce qu'il a à dire, nonobstant les mises en garde du Premier ministre? Est-ce qu'il pense qu'il doit agir comme une voiture bélier, c'est-à-dire défoncer toutes les positions pour faire entendre sa voix et redonner vie à une droite qui était plus que moribonde? C'est tout à fait possible. Est-ce que ça l'autorise aussi à penser à 2027? Je n'en sais rien. Mais moi, je rappelle une chose quand même essentielle, c'est que au-delà des mots, et Bruno Retailleau est très fort pour les utiliser, il les utilise parfois bien, il les utilise parfois de façon séduisante pour les électeurs de droite. Il va falloir qu'il ait des résultats. Les mots et les résultats. Et les résultats, c'est une autre affaire. On voit bien qu'il s'est heurté plusieurs fois à la réalité et qu'il s'est cogné à quelque chose qui ne dépend pas de lui. L'exécution des OQTF, leur renvoi dans leur pays d'origine, on voit bien que ça se heurte au laissez-passer consulaire et que là, c'est toute une question qui ne dépend pas que de lui. Franck de Dieu, je vais vous faire réagir, mais Christine Bouillot, vous voulez intervenir, je crois. Oui, je voulais juste revenir sur ce que dit Virginie sur le côté rouleau compresseur et y aller avec Thomas. Mais je voudrais
expliquer ce qui se passe à l'intérieur du mouvement sportif avec cette question du voile, parce qu'on entend beaucoup les hommes qui prennent position, qui expliquent que voilà, et pour être confronté à ça en tant que dans ma vie privée, parce que ça fait partie aussi de ce que je connais, je pense que ce sujet-là est extrêmement complexe pour les dirigeants et mouvements sportifs, mais pour les athlètes elles-mêmes. Donc je pense que ça mériterait que ça soit discuté, travaillé, mais dans un calme et et pas dans cette hystérisation complète. Oui, il y a un peu de subtilité, de discernement, de recul. C'est-à-dire que ça ne se fasse pas sur les plateaux télé. Voilà. Oui. Parce que c'est plus complexe que ça, parce que c'est plus difficile à mettre en place, c'est plus difficile à faire accepter, c'est plus difficile à faire comprendre aussi. Le mouvement sportif, c'est un mouvement qui est essentiellement composé d'amateurs, de gens qui donnent de leur temps, leur week-end, leur soirée, etc. Il y a peu de moyens qui sont octroyés à ça. Donc plutôt que de dire il faut enlever le voile et puis c'est comme ça et c'est pas autrement, c'est comment on y parvient, comment on l'explique, comment on le met en pratique et pour quelles raisons et comment on fait pour expliquer à la société au sens large que cette notion-là fait partie effectivement de notre République en termes de laïcité, je parle tout simplement. Toutes ces questions-là méritent de la mesure et et du calme, parce que ça va finir à chaque fois par des drames, en tous les cas par une hystérisation qui est contre-productive évidemment. Très important ce que vous dites là ce matin, Christine Bouillot. Franck de Dieu, je boucle avec vous. On est dans quoi ? Dans le registre de la bagarre politique ou dans l'ordre des convictions ? Moi, je dirais, parce que l'idée de la complexité, de la nécessité d'appréhender les choses avec discussion, c'est vrai, tout cela est vrai, sauf que ça me rappelle exactement la problématique de 89 à Creil, où on disait non mais cette question du voile à l'école, vous comprenez, c'est plus compliqué que ça, comment on va faire concrètement ? Et la République a cédé. Et je crois que Bruno Retailleau, on peut avoir une lecture très partisane, politicienne des choses. En fait, c'est plus simple. Il est au diapason de l'opinion publique, et pas simplement l'opinion de droite. Il est au diapason de l'opinion publique qui est attachée à la laïcité dans le sport, et d'une part, et d'autre part, il est aussi, je dirais, au diapason de la loi. C'est-à-dire que cette question-là, elle a été réglée dans la loi de 2004. Elle dit quelque chose. Et c'est pas parce que les fédérations sont confrontées à des problèmes au quotidien que finalement, moi, je n'y suis pas, à la différence peut-être de Christine, je ne suis pas concrètement sur les terrains de foot, et probablement ça crée des problématiques qui sont bien plus importantes. Mais en revanche, je veux dire, il y a aussi des questions de principe. La République, elle se fonde aussi sur des questions de principe et pas sur la base, je dirais, de l'ultra-pragmatisme. La laïcité est un superbe principe libéral, une réforme dont on peut être très fier. Il y a des lois appliquées et bien sûr qu'il faut de la mesure, mais il ne faut pas céder au pas de vague, parce qu'il y a quand même, et ça, il faut le noter, un soft power. Exactement, je suis d'accord avec vous. Il y a un soft power frériste très puissant qui, pas seulement dans le sport, qui veut y aller. Donc nous, il faut défendre ça avec mesure et fermeté. Je crois qu'il y a une ligne à trouver. Tout n'est pas plastique, tout n'est pas pragmatisme. Il y a aussi des questions de principe qu'il faut savoir affirmer. On va voir si la nuance s'applique au sujet suivant. Là aussi, on manque de courage. Ouais. On va voir si le sujet s'applique La République est trop bonne fille, parfois. Manque de courage. Allez, on va voir si le principe s'applique au sujet suivant. Les ZFE supprimés en commission à l'Assemblée nationale. Dans un court instant, retour de Mettez-vous d'accord sur Sud Radio. Sud Radio, c'est votre opinion qui compte. Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord. Alors les ZFE, les zones à faible émission qui font beaucoup de débats, supprimées en commission spéciale à l'Assemblée nationale, commission dédiée au projet de loi sur la simplification de la vie économique. Ce matin, chez Jean-Jacques Bourdin sur Sud Radio, j'ai bon espoir qu'on amène cette suppression jusqu'au bout d'ici 15 jours à l'Assemblée, a expliqué le député LR Yann Boucard. Je commence avec vous, Christine Bouillot. J'ai l'impression que cette révolution ZFE a dû
plomb dans l'aile. Écoutez, quand j'ai pris ma voiture ce matin, moi j'habite Toulouse. Vous avez un diesel ? J'ai un bon diesel. Je suis en critère 2 et j'ai regardé avec nostalgie déjà ma petite vignette qu'on m'a fait acheter il y a 3 ans, puisque Toulouse faisait partie des premières villes à instaurer la ZFE. Mais oui. Alors que je rassure tout de suite tous ceux qui militent contre la ZFE, il y a eu 0 verbalisation et les diesels continuent, même les critères 4, les camionnettes, tout le monde rentre. Moi j'ai l'impression d'assister, vous savez, à l'enterrement de cette, on va dire, de cette mesure, et ça me fait penser à la révolution des bonnets rouges, la taxe poids lourd qu'on avait voulu mettre en place avec les fameux portiques, éco-taxes qui rouillent au-dessus de nos têtes sur les autoroutes. Et qui ont coûté très cher à l'État d'ailleurs. 1 milliard. Exactement. Mais la ZFE a coûté, Valérie, parce qu'il fallait installer quand même des panneaux, il a fallu envoyer des vignettes, donc tout ça, ça devait être effectivement effectif. Alors, j'ai le sentiment, je m'arrêterai là parce qu'il y a tellement à dire sur cette histoire que c'était en fait une réforme mal présentée, mal expliquée, mal ficelée finalement, et qui donnait l'impression d'opposer la France des villes et la France des champs. Et donc on se retrouve aujourd'hui avec un mouvement de contestation, alors que très peu de villes mettent en application. Et je pense que le nombre d'infractions relevées aujourd'hui est à peu près proche de 0. Je terminerai juste par une chose, c'est qu'en 2023, la France a été condamnée lourdement quand même pour inaction sur la qualité de son air, et que la pollution atmosphérique, on fait partie des plus mauvais élèves de l'Europe. Donc il va bien falloir qu'on trouve une solution pour permettre aux gens de ne pas mourir parce qu'ils sont effectivement dans un air pollué. C'est quand même assez symptomatique de ce que on est capable de produire finalement de complexité et de réformes qui vont a priori dans le bon sens, mais qui sont au départ mal ficelées, surtout mal présentées. Ah, vous êtes un diesel, Christine Bouillot, ça alors. On a ça en commun, cette petite révélation personnelle. Mais le diesel, vous savez, c'est catalysé. C'est quand même aujourd'hui, vous faites le tour des campagnes et des proches banlieues. Je veux dire, on a plus de diesel, même s'il y a de plus en plus de bornes électriques, il y a quand même toujours. À l'époque, on nous disait d'acheter des bagnoles diesel. On nous a dit qu'il fallait acheter ça, c'était l'alpha et l'oméga, et d'un coup, c'était devenu complètement paria. Romain Marcilly, est-ce que j'ai envie de vous dire, au fond, fin du mois 1, fin du monde 0, c'est une manche comme au tennis. Mais c'est un peu un débat binaire là quand même. Il faudrait pas que ce soit binaire, mais sur les ZFE. Je sais pas s'il y a une ZFE prévue à Bastia. J'espère pas, mais après tout, la créativité peut être sans limite, quelles que soient les latitudes. Mais sur les ZFE, je conseille la lecture ce matin d'une tribune collective dans le Figaro signée par des maires, et à commencer par David Disnard, qui souhaite la suppression totale des ZFE. Le maire de Cannes. David Disnard, maire de Cannes. On a président de Nouvelle Énergie, et on a l'association des maires de France. Futur candidat en 2027. Exactement. Voilà. Bon, sur les ZFE, sur les ZFE, on a quand même un gros sujet. Il y a quand même 12 millions de véhicules qui sont exclus, qui perdent tout de suite toute valeur économique. Donc, il faut bien imaginer toutes ces personnes qui aujourd'hui perdent un bien, ne peuvent plus se déplacer. Donc, il y a quand même une atteinte à un droit fondamental de déplacement. Tout ça pour certes, il y a une question écologique, mais aucune étude d'impact n'a été faite. Si aujourd'hui la France est condamnée, il est quand même délirant de voir que notre pays, qui est quand même un modèle sur le plan énergétique, est condamné, alors que des pays comme l'Allemagne, qui continuent à nous pourrir l'air avec leur charbon, tout va bien. Allez. Donc, il faut vraiment en finir avec cette technocratie. Pied au plancher, Virginie Le Guin, il reste 1 minute, vous avez 30 secondes chacun. Je vais essayer d'être très clair. Alors, les ZFE ont été mis en place en 2019 et renforcés en 2021. Elles avaient pour but de diminuer les particules fines qu'on juge responsables des maladies respiratoires et qu'on évalue à 40 000 morts par an. Comme il a été dit, elles n'étaient pas accompagnées de ces fameuses mesures d'accompagnement. Elles ne donnaient lieu à aucune sanction. Et Yann Boucard a dit que ça crée une inégalité entre ceux qui ont les moyens d'avoir un véhicule propre et ceux qui n'en ont pas, ce qui est parfaitement exact. Oui. Il a d'ailleurs parlé d'écologie punitive. Franck de Dieu, faites court, c'est compliqué pour vous. C'est un modèle du genre, c'est un cas d'école où l'écologie, parfois, peut, je dirais, prendre une allure officielle, juridique, politique, économique, antisociale, totalement antisociale. Et effectivement, il y a la question de la pollution. Il y a aussi la question de savoir, est-ce qu'on peut pas, je dirais, repeupler des villes moyennes, des villes périphériques, plutôt que de vouloir installer des tours et de créer des distances entre le travail et le lieu d'habitation. Et la une de Marianne, les opérations clandestines de l'Algérie en France. Merci à tous les quatre pour ce mettez-vous d'accord dans un instant sur Sud Radio. Le plaisir, le bonheur de retrouver André Berkoff.
Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.